Dans un monde où l'IT est au cœur des enjeux stratégiques, comment les CTO et les leaders technologiques façonnent-ils la souveraineté numérique ? Les Rendez-vous de la Tech, le podcast de CDC Informatique, donne la parole aux décideurs et innovateurs de l'IT. À travers des discussions sans filtre, nous explorons les ambitions pour l'avenir du numérique, les défis techniques et réglementaires de ce secteur et les enjeux de demain. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Eric Frege, CTO chez Numspot. Acteur du cloud souverain, Numspot propose une offre de cloud souverain indépendant, souverain et robuste, réversible et transparent, basé principalement sur l'open source et des solutions européennes. Numspot fait ainsi le choix d'œuvrer pour l'intérêt général en proposant un véritable pacte de confiance entre un fournisseur de cloud, ses clients et les citoyens européens. À ses côtés, Geoffrey Sulkowski, CTO chez CDC Informatique, filiale IT de la Caisse des dépôts. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Rendez-vous de la Tech. Les Rendez-vous de la Tech avec CDC Informatique. Eric, Geoffrey, bonjour. Bonjour. Bonjour Audrey. Alors on va débuter avec toi, Eric. Tu es donc CTO de Numspot, donc qui est une entreprise qui se bat. Alors le terme est peut-être un peu fort, mais pour une alternative européenne face aux hyperscalers. Nous verrons d'ailleurs au fil du podcast si on peut vraiment rivaliser avec eux et s'il faut rivaliser avec eux. Quel a été le déclic qui vous a fait penser qu'un cloud français était possible ? C'est une bonne question. Alors moi, je pense que ce n'est pas un déclic. Il y a plutôt pas mal de signaux qui, mis bout à bout, en fait, nous a rendu un peu le besoin évident. Il y a l'enjeu de souveraineté numérique. On l'a vu effectivement avec une certaine domination des hyperscalers américains et puis aussi chinois. Effectivement, il y a pas mal d'éléments autour de ça. Et la dépendance technologique de ces acteurs est devenue de plus en plus présente sur le marché. Je pense notamment après des législations qui vont être tirées autour. Typiquement, on pense au Cloud Act, au Patriot Act américain, où on se demande à un moment donné quelle est la maîtrise, quelle maîtrise on garde sur effectivement ce qu'on va héberger dans ces acteurs-là. Après, il y a d'autres aspects. Il y a le secteur sensible. Effectivement, les acteurs pensent assez vite à la défense, mais on peut penser aussi à des choses moins difficiles, mais comme la santé ou la finance, où on se dit on a des données qu'on veut garder avec un certain contrôle et dont on dit qu'on veut absolument les maîtriser. Donc, on a besoin de pouvoir trouver des solutions alternatives autour de ça. Un autre aspect qui a aussi tilté chez nous, c'est l'évolution technologique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions open source qui ont émergé depuis un certain nombre d'années sur la virtualisation, sur la conteneurisation. Et on commence à avoir la capacité à implanter, à développer, à construire nos propres solutions comme des alternatives ou en tout cas des compléments à des acteurs qui pourraient du coup effectivement être des compétiteurs et donc faire une solution en France. Il y a un pan politique aussi, notamment des institutions, je pense notamment à l'ANSSI qui a sorti son label Second Cloud il y a quelques années et qui édicte dans ce référentiel un certain nombre d'exigences qui permettent de dire qu'un acteur labellisé fournit des capacités cloud qui garantissent la sécurité et un niveau d'exigence très élevé sur la protection des données des utilisateurs, y compris sur des éléments d'ingérence extraterritoriale européenne. Effectivement, c'est tous ces éléments-là qui, mis bout à bout, on dit on a besoin de pouvoir construire une alternative française, voire européenne, autour de ça. Et on y va. Et on y va. Geoffrey, quel est le frein au cloud souverain aujourd'hui ? Est-ce que c'est une histoire de tech, de confiance, de coût ? Alors, je dirais que le premier frein, et je vais faire écho à ce qu'a dit Eric, c'est le frein, c'est la confiance pour être le support de la souveraineté. Et c'est pas uniquement la confiance envers la technologie, c'est aussi la confiance dans la pérennité de l'offre. Et c'est aussi la confiance dans la capacité à innover de ces offres souveraines. Pas forcément innover comme les hyperscalers, c'est pas ce qu'on va leur demander, mais au minimum de nous fournir le maximum de support autour des technologies innovantes dont on aura besoin dans cet écosystème souverain. Le coût, j'ai envie de dire que c'est plutôt un prétexte, que ça se prévoit, qu'on ne va pas forcément installer dans un cloud souverain l'intégralité de nos données. Donc ce sont des choses qu'on pourra prévoir.
La vraie question, je pense que c'est qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on peut construire l'avenir de notre SI sur ce type de plateforme. Eric, il y a une petite question qui brûle les lèvres, je pense, de beaucoup d'auditeurs. Tout à l'heure, je parlais de rivaliser justement avec les hyperscalers. Qu'est-ce qui nous manque à nous, cloud européens, pour justement rivaliser avec ces géants? Alors, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a un momentum où il ne nous manque pas tant de choses que ça. Dans le sens, comme j'ai évoqué tout à l'heure, on a les technologies, on commence à avoir un appui français et puis aussi européen par rapport à ça. Mais je voudrais revenir sur une chose, c'est en fait, pour moi, le but, c'est pas de rivaliser, c'est plutôt de compléter l'offre, dans le sens où il y a des besoins à couvrir, il y a des clients qui disent on a besoin de briques de SI pour certains pans de SI qui sont pas critiques, mais sur lesquels on a besoin d'avoir des acteurs comme les hyperscalers qui répondent très bien sur l'élasticité à très fort volume et avec un catalogue qui peut être assez riche. Et puis en même temps, on a des besoins pour des données sensibles, pour qui peuvent être soit autour de la donnée elle-même, soit même sur le service lui-même. Il y a des services, des systèmes d'information, on n'a pas envie qu'ils dépendent d'un acteur qu'on ne maîtrise pas de manière géopolitique. Et donc l'enjeu, c'est plutôt de compléter l'offre plutôt que de rivaliser avec ces acteurs-là. Et en fait, les labels, effectivement, comme Secnum Cloud, dont je parlais tout à l'heure, en fait, permettent de dire qu'on veut rendre crédibles des acteurs qui se positionneraient là-dessus. Donc pour moi, à part effectivement des investissements qu'on voit commencer à arriver, notamment avec il y a des acteurs de l'État qui commencent à financer le développement d'offres Secnum Cloud, et puis de l'ambition européenne. Alors il y a aussi des législations qui sont en cours de discussion au niveau de l'Europe pour pousser cette démarche de proposer une solution et des réponses à des besoins qui commencent à se formaliser un peu partout. Geoffrey, tout à l'heure, Eric parlait de réglementation. Donc, on sait qu'il y a énormément de réglementations qui encadrent le cloud aujourd'hui. Est-ce que ça freine l'innovation ? Pas nécessairement, non. Je pense que elle peut nous ralentir, elle peut nous rendre impatients de pouvoir profiter de ces plateformes. Mais je pense que je vois plus la réglementation, moi, comme un catalyseur d'innovation, que si il faut l'aborder comme un cadre de confiance. Là où elle devient un frein, c'est quand elle est interprétée de manière rigide ou qu'elle précède une maturité technologique. Moi, je crois que cette réglementation permet, si je prends l'exemple de la Caisse des dépôts, nous opérons des données sous mandat de l'État. La réglementation, elle est centrale et elle doit être absolument respectée dans toutes les plateformes sur lesquelles on va aller. Donc, il ne faut pas du tout la voir comme un frein à l'innovation. Il faut travailler construire, je dirais même avec les régulateurs, avec les acteurs pour l'accompagner. Et si maintenant, Eric, on parle d'IA, donc je sais qu'on en entend beaucoup parler, peut-être trop même, je ne sais pas, comment un cloud souverain peut proposer justement une alternative aux modèles qui sont développés par Google ou Microsoft ? Alors évidemment, c'est une question éminemment d'actualité. On voit bien qu'il y a une guerre qui fait rage autour des acteurs un peu classiques, les OpenAI, et puis après on voit que les Chinois arrivent aussi avec des DeepSeek. Moi j'ai l'impression que c'est une question qu'on peut adresser sous plusieurs axes. Il y a les données qui permettent d'alimenter. Et effectivement, ces données-là, est-ce qu'on a besoin qu'elles soient quand même à l'abri parce qu'il y a des enjeux en Europe, en France de RGPD. Donc effectivement déjà comment on alimente ces moteurs. Et on voit bien que la plupart de la valeur ajoutée des moteurs qu'on voit des hyperscalers sont quand même alimentés avec des données qui sont légèrement pillées dans la place publique. Alors des fois c'est données publiques, mais des fois pas. En fait, on n'a pas forcément envie de mettre à disposition des moteurs IA sur des données qui après vont fuiter n'importe où. Donc on a besoin de pouvoir se dire on a des offres avec des données qui vont rester maîtrisées. Après, il y a un autre axe qui est effectivement la question des modèles IA. Effectivement, il y a des modèles qui existent, effectivement, qu'on voit. Et après, il y a est-ce qu'on veut construire un modèle qui soit à nous, qu'on maîtrise, qu'on entraîne nous-mêmes. Ça demande de l'énergie, ça demande de la puissance CPU, GPU notamment. Et donc après, il y a la question de l'hébergement de ces moteurs pour l'entraînement, pour l'exécution. Et puis après, comment on les nourrit en termes de contexte, de corpus documentaire pour effectivement qu'ils soient spécialisés à un besoin. Donc je pense qu'en fait, on est capable de répondre à ces aspects-là pour construire
une alternative qui soit crédible. Effectivement, on n'ira peut-être pas chercher la compétition sur la performance à large échelle ou des moteurs IA qui soient à large spectre autant que ces compétiteurs-là. Mais par contre, de répondre à des besoins qui sont beaucoup plus spécialisés et dont on sait que ça va participer à l'aide à des utilisateurs, mais sur des données qui peuvent être effectivement de caractère sensible et dont on se dit il faut les spécialiser et pas les ouvrir à large spectre à n'importe quelle population. Geoffrey, si on se projette à 5 ans, donc déjà, est-ce qu'on peut en termes de cloud, se projeter à 5 ans, je ne sais pas. Mais... En termes de cloud, peut-être. En termes d'IA, je ne sais pas. Mais... En termes de cloud souverain, pour toi, à quoi ça pourrait ressembler dans 5 ans ? Alors, dans 5 ans, j'aurais préféré répondre dans 3 ans. Mais dans 5 ans, moi, j'ai envie de le voir comme... pas comme de multiples acteurs uniques. J'ai envie de le voir comme un cloud avec plusieurs acteurs spécialisés dans certaines spécialités. Ça peut être un acteur souverain qui va se spécialiser dans l'IA. Ça peut être un acteur souverain qui va être essentiellement sur les services PaaS, par exemple. Mais c'est surtout des acteurs qui se parlent. Donc moi, je le vois comme ça dans 5 ans. Après, pour moi, il faut commencer par avoir des acteurs qui sont plus intégrés, plus modulaires, tournés vers les services managés, tournés vers l'open source. Je crois que ça, c'est très important pour éviter les lock-in, éviter d'être bloqué avec un fournisseur ou avec une technologie particulière. Et donc, voilà, c'est très certainement, le but n'est pas de répliquer Microsoft ou AWS. Hein. Le but, c'est d'aller répondre à des problématiques et de jouer sur l'hybridation. Avoir des workflows qui nécessitent des grosses infrastructures et de l'élasticité, de pouvoir redescendre, remonter des besoins particuliers sur des données non sensibles ne s'adresse pas du tout à du cloud souverain, selon moi. En revanche, protéger les données privées critiques de nos entreprises et de nos concitoyens, là, ça se justifie tout à fait. Eric, si tu pouvais imposer une règle pour le cloud en Europe. Alors, déjà, de manière générale, je pense que pour convaincre, il vaut mieux éviter d'imposer. Je pense que je paraphrase un peu ce qu'a dit Geoffrey tout à l'heure, parce que je ne pense pas qu'en forçant l'usage, on crée l'adhésion, surtout en plus sur des sujets complexes comme la souveraineté numérique. Par contre, effectivement, s'il y a des sujets sur lesquels je pouvais faire avancer les choses, je pense qu'il y a effectivement une norme qui a statué sur un premier niveau qui s'appelle l'UCS, qui est une norme européenne, qui a défini un certain nombre de niveaux d'exigences. Et il y a eu des débats sur un niveau qu'on appelle le I+, qui aujourd'hui n'est pas entériné, mais pas non plus rejeté totalement. Bref, il y a des discussions. Et en fait, pour moi, le fait de réouvrir la discussion autour de ce sujet, c'est important parce que l'objectif, c'est pas d'imposer que cette norme s'applique à tous, mais de permettre à des acteurs, des institutions, dans la commande qu'ils vont faire en termes d'appel d'offres sur l'espace public, de pouvoir faire référence à une norme d'exigence très élevée pour dire moi, le SI que j'ai besoin de construire et les acteurs qui vont répondre à mes besoins doivent satisfaire ce niveau d'exigence. Comme ce niveau aujourd'hui, il n'existe pas, si quelqu'un a besoin de ce niveau-là, il ne peut pas y faire référence. Et donc, il est obligé de trouver soit quelque chose qui est plus local. Donc, effectivement, en France, on a SecNumCloud. Mais si on veut faire quelque chose au niveau européen, on ne peut pas dire j'ai ce niveau d'exigence de sécurité. Et moi, je pense qu'on a besoin que ce niveau existe pour que des acteurs puissent dire moi, j'ai des données ou j'ai un système d'information qui est sensible. J'ai besoin que les gens qui vont m'aider à le construire ou à l'opérer satisfassent ce niveau d'exigence-là. Geoffrey, est-ce que je peux te poser une question sur ton buzzword IT que tu ne supportes plus ? Je vais peut-être te choquer, mais le buzzword que je supporte plus, je vais dire intelligence artificielle. Ah mince, on en a parlé du coup. Non, mais c'est pas ça, c'est que c'est devenu un mot fourre-tout, on le voit partout, tous les éditeurs ont leur sauce IA, tous les salons, les salons professionnels, les rencontres, il faut qu'on rajoute de l'IA pour que ça devienne intéressant. Ça nous fait oublier certaines autres technologies. Après, en fait, depuis que cette IA générative, quelque part, est dans la lumière, on a l'impression que l'IA vient d'être inventée. Ça fait des dizaines d'années qu'on fait de l'IA, on fait du machine learning, de l'analyse prédictive, on fait
même un moteur de règles. Hein. Alors bon, est-ce que c'est de l'IA? Ça, c'est une bonne question, mais en tout cas, c'est classé là-dedans. Donc voilà, le buzzword, je dirais, masse parfois la diversité, la profondeur des technologies sous-jacentes. Ceci dit, ça a du bon. C'est-à-dire que ça nous a permis, nous, les entreprises et les acteurs, de peut-être enfin s'intéresser à la gouvernance de la donnée, à l'éthique algorithmique, à la souveraineté des modèles. En gros, il ne faut pas jeter le mot, mais je pense qu'il faut le manier avec plus de précision. Voilà. Et à l'inverse, du coup, quelles technos sont un peu oubliées ? Dans les buzzwords, parce que dans les buzzwords, on a eu quoi? On a eu la blockchain, même si elle n'est pas oubliée et qu'elle est absolument centrale, mais ça a été un buzzword qui a soulevé le monde entier. On a eu le métavers. On se souvient du métaverse? Donc le métaverse, ça a été partout. Tout le monde, il y avait le second world, tout le monde faisait des énormes sujets comme ça. Donc des buzzwords, on en a vécu beaucoup. Je pense que l'IA, voilà, la blockchain, alors si on parle de blockchain et pas forcément de crypto-monnaie, mais la blockchain, je pense, est une révolution très profonde. Mais l'IA en est une aussi. Et il faut pas confondre IA générative et l'IA globale au service de tous. Eric, un dernier message peut-être pour les entreprises qui hésiteraient justement à franchir le pas du cloud souverain. Si je devais donner effectivement un dernier message pour conclure, je dirais que j'invite tous les acteurs, qu'ils soient publics ou privés, à venir nous tester. Prendre contact avec nous, j'ai envie qu'on discute ensemble, et puis même aussi qu'ils viennent nous challenger, qu'ils nous fassent des retours et qu'ils nous disent quels sont aussi leurs besoins d'après, parce que nous on a envie d'être à l'écoute aussi de nos utilisateurs et de prioriser aussi les éléments de notre roadmap sur la base de ce qu'ils nous diront qu'il leur fait défaut. Et en plus on est convaincu d'une chose, c'est effectivement que nous aussi c'est nous adopter. Donc voilà, on est prêt à prouver sur le terrain et puis avec des cas concrets. C'est ça que tu dirais à une entreprise, par exemple, qui voudrait quitter un Amazon ou... Alors, effectivement, c'est ce que je dirais. Et en plus, d'autant qu'on est en train de réfléchir côté Nomswap. Donc là, on construit l'offre et on est en train de réfléchir à monter aussi une partie un peu plus consulting. Et en plus, j'ai un passé dans ce domaine-là pour venir aider les DSI à trier dans leur SI les usages qu'ils ont avec ce qui, effectivement, peut rester chez eux, ce qui peut aller dans un cloud plus classique, et puis ce qui a besoin d'être protégé, d'être sécurisé. Et je pense qu'on peut largement les aider à faire cette analyse pour identifier les données qui sont sensibles, qui peuvent être des cœurs de métier, des cœurs business, et qui ont besoin de cette protection-là, quoi. Un grand merci à tous les deux pour ces échanges. Merci Audrey. Merci Audrey. Vous pouvez retrouver tous les épisodes des Rendez-vous de la Tech sur les plateformes de streaming. Si vous avez aimé, abonnez-vous et partagez. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des Rendez-vous de la Tech. Les Rendez-vous de la Tech avec CDC Informatique.